Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle conférence de l'UPA. Et nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Agnès Van Zanten, que je remercie vivement d'avoir accepté notre invitation malgré un emploi du temps très chargé en cette fin d'année. Alors, comme vous le savez sans doute, Agnès Van Zanten est sociologue, spécialiste de l'éducation, directrice de recherche CNRS à l'Observatoire sociologique du changement de Sciences Po. Elle va nous apporter son expertise sur le système scolaire et ses inégalités, comment ces inégalités se fabriquent, pourquoi elles perdurent. À l'issue de son intervention, nous nous retrouverons pour un échange. Merci, à tout à l'heure. Bonsoir et merci pour votre présence ici. Je me réjouis toujours qu'il y ait des gens qui puissent se déplacer, venir le soir dans nos vies très occupées. Et en même temps, je sais que c'est en partie aussi parce que l'école est de plus en plus une source d'inquiétude pour beaucoup de personnes dans des positions différentes, d'élèves, d'étudiants, des parents, voilà, d'enseignants, bien évidemment, des responsables. Et c'est de cela que je vais vous parler aujourd'hui, donc, puisque le titre de mon intervention, c'est « L'école fabrique d'inégalités ». Et donc, je ne veux pas vous donner des chiffres. Je vais juste rappeler brièvement l'importance des inégalités dans le système éducatif français. Dans toutes les enquêtes, que ce soit les enquêtes nationales que nous avons menées depuis de nombreuses années, ou les enquêtes menées par l'OCDE, notamment la plus connue d'entre elles, dont vous avez peut-être entendu parler, les enquêtes PISA, montrent régulièrement que le système français arrive à dégager une élite, un peloton de tête dont le niveau scolaire reste assez élevé, mais c'est une élite de taille très très réduite. Et surtout, la France se caractérise par le fait que ceux qui ne sont pas dans ce peloton de tête ne sont pas nécessairement à un niveau moyen, puisqu'il y a un gros peloton d'élèves en retard. Donc la France se caractérise par le fait d'avoir une forte proportion d'élèves en retard. Et aussi, ce qui est très marquant, c'est que ces élèves proviennent majoritairement des milieux défavorisés. Donc, l'échec scolaire est très marqué par l'origine sociale des élèves. En plus, mais là les enquêtes PISA le montrent moins parce qu'elles ne vont pas dans cette finesse des détails, la façon dont elles sont construites ne le permet pas, mais les enquêtes nationales et locales que nous disposons nous montrent en plus que ces inégalités sont très liées non seulement au milieu d'origine des enfants, mais aussi aux établissements qu'ils ont fréquentés, aux établissements scolaires qu'ils ont fréquentés et aux classes qu'ils ont fréquentées dans ces établissements. Donc je ne vous donnerai pas plus de statistiques. Bien sûr, dans la discussion, on peut revenir sur certains aspects s'ils vous intéressent plus particulièrement. Mon objectif ce soir est plutôt de vous proposer un modèle d'analyse de ces inégalités pour essayer de comprendre les logiques derrière ces inégalités, plutôt donc que de m'attarder sur des constats empiriques précis. Mais ce travail que je vous présente donc de façon un peu générale s'appuie sur beaucoup d'enquêtes. Donc moi-même j'ai fait beaucoup de travaux dans un premier temps beaucoup dans la banlieue parisienne. Donc j'ai rédigé un ouvrage qui s'appelle L'école de la périphérie que j'avais fait dans la banlieue sud de Paris. J'ai beaucoup travaillé aussi après plutôt sur les catégories moyennes. Et j'ai travaillé dans différentes communes, donc à Vincennes et à Montreuil dans la banlieue est et à Nanterre et Rueil-Malmaison dans la banlieue ouest, dans un livre qui s'appelle « Choisir son école ». Ensuite, j'ai travaillé beaucoup sur les élites, dont il sera question aussi ce soir, sur les élites scolaires, qui sont aussi nos élites économiques, politiques et sociales. Et plus récemment, je travaille sur l'accès à l'enseignement supérieur et les inégalités d'accès à l'enseignement supérieur. Mais aujourd'hui, je vais plutôt vous présenter ce soir plutôt un modèle d'analyse que les résultats de ces enquêtes, mais j'aurai plaisir à les évoquer avec vous s'il y a une dimension qui vous intéresse plus particulièrement.
Alors, je vais utiliser un cadre qui est très très éloigné du contexte français, mais on sait bien que quand on fait de la science, et la sociologie est une science sociale, on utilise des modèles dont on dit que ce sont des classiques, et le fait qu'on les appelle classiques, c'est parce qu'ils sont capables de traverser l'espace et le temps. Et donc, l'idée m'est venue de réutiliser cet article, qui est un article assez connu de la sociologie de l'éducation américaine, pour interpréter les inégalités dans le modèle éducatif français. Alors cet article est assez ancien, puisqu'il a été rédigé en 1960, et en fait il décrit des systèmes éducatifs plutôt dans les années 50, donc des systèmes éducatifs qui sont très éloignés de ce qu'ils sont aujourd'hui, parce que les systèmes éducatifs ont beaucoup changé dans la deuxième moitié du XXe siècle et dans ces dernières décennies. Et donc Ralph Turner a travaillé sur le système américain et le système anglais. Et il opposait des façons idéales typiques, c'est-à-dire des façons un peu idéalisées sur un certain nombre de traits, ces deux modèles. Et il disait, le système américain, il est organisé autour d'un système de normes. Qu'est-ce qui s'est passé là? Pardon. Un système de normes qui tourne autour de la compétition. La valeur centrale est la compétition, alors que le système anglais fonctionne sur une logique de parrainage. Et lui, il voyait ces deux concepts, donc compétition et parrainage, à la fois comme des valeurs qui étaient dominantes dans le système, mais aussi des valeurs qui allaient s'inscrire dans le fonctionnement des établissements et notamment dans ce qu'il appelait les canaux de mobilité que les systèmes scolaires proposaient aux élèves. Et donc, pour comparer sur certains traits ces deux modèles, donc d'un côté la compétition et de l'autre côté le parrainage, donc, dans le modèle de la compétition, l'idée c'est que le statut scolaire et après social est conquis grâce à des efforts personnels. Donc le modèle, c'est la course sportive, donc tout le monde sur la même ligne de départ et on part dans une compétition et le système scolaire est organisé comme une compétition. Dans le modèle du parrainage, en revanche, on sait dès le départ qui vont être ceux qui vont arriver jusqu'au bout, ceux qui seront les gagnants, et c'est un modèle dont l'image, la métaphore qu'on peut utiliser, c'est le club. Et l'idée, c'est qu'à l'opposé de la compétition, c'est une cooptation. Donc, on n'est pas en train de concourir, on est coopté par des gens qui sont déjà à l'intérieur du système. Et la façon dont ça s'est traduit dans les carrières scolaires des élèves, c'est que d'un côté, ça c'est une vision plutôt positive de la compétition. Je vais revenir tout de suite sur deux lectures possibles de la compétition. La lecture de Turner est plutôt positive. Il présente une image plutôt positive du modèle américain. Ça a été assez critiqué, le fait qu'il tend à idéaliser le modèle américain, dans le fait que la logique sous-jacente serait on maintient tout le monde dans la course le plus longtemps possible en retardant les jugements à caractère définitif. Et donc, l'accent est mis sur le fait d'avoir des règles qui permettent que la course soit équitable. En revanche, dans le modèle du parrainage, comme l'indique l'idée des cooptations et des clubs, on sélectionne de façon précoce les élèves et on se focalise sur le fait de préparer les élèves en fonction des places auxquelles ils sont destinés. Et un troisième élément, il y en a beaucoup d'autres, hein. Là j'en ai pris ceux qui me paraissent les plus importants. Dans le modèle de la compétition, il y a une forme d'insécurité parce que les gens ne savent pas qui va gagner. C'est comme dans une course, donc il y a une insécurité constante. Et donc il y a une croyance dans le fait que le système est ouvert, que c'est possible. Et c'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, dans les centres de recherche où je travaille, il y a un jeune collègue qui a fait une thèse de doctorat sur la vision de la mobilité en France, en Inde et aux États-Unis. Et aux États-Unis, il y a une croyance très très forte dans le fait que le système est très ouvert. Même si c'est un système profondément inégalitaire, les gens demeurent convaincus que le système est ouvert et qu'il récompense les efforts de ceux qui participent au jeu. Et en revanche, dans le modèle du parrainage,
on n'est pas du tout dans l'insécurité, en tout cas les élites ne se sentent pas du tout insécures, elles se sentent donc présélectionnées dès le départ avec un endoctrinement fort, et en revanche, les autres, ceux qui ne sont pas les élus, adoptent très vite un sentiment très fort d'incompétence, c'est-à-dire on leur fait croire qu'ils n'ont pas été élus parce qu'ils n'avaient pas les capacités, les caractéristiques qui permettaient d'être élus. Alors bien sûr, cette présentation peut paraître très caricaturale, et elle l'est d'une certaine façon parce que c'est un modèle idéal typique, ce n'est pas destiné à refléter point pour point les traits d'une société, et en plus, comme je le dis, ça reflète beaucoup plus que pouvait être le système américain et le système anglais dans les années 50, et pas leur réalité actuelle, encore moins, bien sûr, la réalité française, puisque ce modèle n'a pas été construit sur cette base. Mais moi, mon hypothèse, c'est que la plupart des systèmes contemporains, éducatifs contemporains, à des degrés divers et avec des modalités variées, se caractérisent par la coexistence de ces deux aspects, la compétition et la cooptation. Et donc, je vais essayer de montrer comment ces caractéristiques se retrouvent dans le système éducatif français actuel. C'est ça mon point de départ, c'est essayer de montrer comment ça permet de comprendre les systèmes éducatifs français actuels. Mais il me paraît important de distinguer, comme l'ont fait d'autres chercheurs après Turner, notamment Jim Rosenbaum, de distinguer deux types de compétitions. Une compétition que l'on peut appeler inclusive, qui est l'idée qui est la plus forte chez Turner, c'est-à-dire que c'est une compétition où il n'y a pas de perdants. En tout cas, les perdants apparaissent très très tardivement. On essaie de maintenir le plus longtemps tous les élèves dans la course, donc tous les élèves dans l'école, pas d'exclusion, pas de filières, pas de façon de sortir les élèves dans des dispositifs, etc. Ils restent le plus longtemps possible ensemble jusqu'au moment où ils se départagent à la fin de la scolarité. Mais il y a une autre façon de voir la compétition qui est ce qu'on peut appeler une compétition non pas ouverte, mais fermée, qui est ce que Jim Rosenbaum décrit comme une logique de tournois. C'est-à-dire il y a des tournois successifs et à chaque épreuve, il y a des gagnants et des perdants, et les perdants, ils sont exclus de la course et ils ne peuvent pas continuer à concourir. Donc ça, c'est un modèle de compétition beaucoup moins positif parce qu'il est fondé sur l'idée qu'on va éliminer un nombre croissant des compétiteurs au fur et à mesure des tournois organisés par le système. Et ça, c'est un apport de mon côté, un apport personnel à cette interprétation de Turner, c'est que je pense que dans l'idée du parrainage, il faut distinguer le parrainage institutionnel et le parrainage familial. Dans le modèle de Turner, on parle surtout du parrainage par l'école, comment l'école sélectionne les élus, comment il accompagne les élus, comment les programmes d'enseignement s'adressent à des élus et aux non-élus de façon différente. Moi, je pense qu'aujourd'hui, l'investissement des familles dans la scolarisation de leurs enfants étant extrêmement forte, on ne comprend pas ce qui se passe dans les systèmes d'enseignement, qu'il s'agisse du système français ou d'autres systèmes d'enseignement, si on se focalise seulement sur ce qui se passe dans l'école et pas toute l'action autour de l'école. Je parle des familles pour simplifier un peu les choses. Il faudrait aussi tenir compte d'autres acteurs autour de l'école, mais ça viendrait complexifier peut-être un peu trop la présentation, en tout cas ce soir. Donc, dans un premier temps, je voudrais vous parler de la compétition dans le système éducatif français. Le système éducatif français et américain sont très différents, et la société américaine et la société française sont très différentes, mais elles ont un point commun très fort. Ce sont deux sociétés qui sont au cœur du modèle de la révolution dans le monde occidental et qui adhèrent très fortement à un modèle engendré par la révolution américaine, la révolution française. Et donc l'idée que il y a une méfiance par rapport à l'idée que les élites pourraient se reproduire socialement de façon par une transmission héréditaire, par une transmission de l'argent, et l'idée qu'il faut récompenser l'effort
Donc cette idée est très très forte dans les deux systèmes. Après, elle se décline de façon assez différente. Bien sûr, la société américaine n'a jamais connu un système élitaire, puisque d'emblée, elle s'est formée avec des groupes qui sont venus des pays différents, qui n'étaient pas les élites de leur pays, qui étaient souvent soit des gens qui étaient des réfugiés religieux, on pourrait les appeler, soit des gens qui venaient pour des raisons économiques, bien évidemment. Donc il n'a pas connu un système élitaire, alors que le système français a connu un système élitaire très durable au long des siècles, donc ce n'est pas du tout le même contexte. Et les deux systèmes n'ont pas investi l'école de la même façon, donc il y a quand même des différences notables. Mais quand même, il y a une adhésion à la compétition en France qu'il n'y a pas, par exemple, en Angleterre de la même façon et qui la rapproche davantage des États-Unis. Alors, il y a deux façons, donc, comme je disais, de voir la compétition. Si on regarde d'une certaine façon le système éducatif, on peut dire que le système éducatif est devenu, au fil de ces dernières décennies, de plus en plus inclusif. C'est-à-dire, on a de plus en plus essayé de créer une école unique, une école primaire unique. Vous savez que pendant longtemps, jusqu'aux années 60, il y avait d'un côté l'école primaire qui était l'école du peuple et d'un autre côté les petites classes des lycées qui fréquentaient les enfants de la bourgeoisie. Donc ce n'était pas la même école primaire pour tous. On a créé la même école primaire pour tous. On a créé dans les années 70, en principe, le collège pour tous, le collège unique, comme on dit. Je reviendrai sur le fait que malheureusement, il n'est pas aussi unique qu'on le souhaiterait. Et bien sûr, de plus en plus, on a éliminé toutes les barrières les plus visibles. Par exemple, on a éliminé les examens qui sont, si on prend la logique de Turner et la logique de la compétition, le modèle le plus, disons, caractéristique de la compétition, c'est l'examen. Disons que c'est l'équivalent de la course sportive. Vous avez une épreuve, un examen, et d'ailleurs ça s'appelle des épreuves, donc vous avez à l'examen dans lesquelles donc, vous allez réussir ou échouer. Donc on a éliminé les examens, notamment l'examen d'entrée en sixième, et comme vous le savez, on est en train à peu près d'éliminer le baccalauréat dans sa forme traditionnelle aujourd'hui. Donc on est vraiment dans un adoucissement des formes les plus visibles de la compétition, ou de la compétition fermée, de la compétition qui partageait d'un côté les gagnants et de l'autre les perdants. On a également fait beaucoup de réformes qui vont dans le sens d'abolir les filières. Donc on a aboli les filières au collège, c'est ce qui fonde le collège unique, et vous savez que la réforme actuelle et la base de cette réforme au lycée, c'est d'abolir les filières au lycée. Donc on est aussi dans un système dans lequel on cherche à abolir toutes les différenciations très marquées entre les élèves. Et comme je viens de le dire, un affaiblissement du rôle des barrières pour l'entrée dans le supérieur du baccalauréat, non seulement à cause de la réforme du lycée, mais à cause du système qu'on a créé, qui s'appelait admission post-bac, aujourd'hui s'appelle Parcoursup, dans lequel, effectivement, il y a une concurrence entre ce modèle d'accès au supérieur et le rôle traditionnel qu'a joué le baccalauréat d'accès à l'enseignement supérieur. Bien sûr, il faut encore aujourd'hui avoir le baccalauréat pour avoir accès à l'enseignement supérieur, mais comme un nombre très, très important d'élèves obtient le baccalauréat aujourd'hui, il ne joue pas du tout le même rôle des barrières qu'il a pu jouer dans les années 30 où 5% des élèves obtenaient le baccalauréat. Donc on est vraiment dans un cas de figure totalement différent. Donc, de ce point de vue, on peut dire qu'on va vers le modèle de la compétition ouverte. On va vers l'idée de garder les élèves le plus longtemps possible dans le système, à l'école primaire, au collège, au lycée et même dans l'enseignement supérieur, puisqu'un nombre très important des jeunes donc, poursuivent des études supérieures. Et aussi l'idée de donner un enseignement commun pour tous, pas des sélections visibles, très très claires, ni dans l'école primaire, ni au collège, et désormais plus subtil au niveau du lycée, puisqu'il n'aura pas les mêmes filières, dans le lycée général, puisque bien sûr, le lycée technique, les filières techniques et professionnelles n'ont pas été transformées. Donc là, c'est une grande division qui demeure. Et
En même temps, on a mis en place des nouveaux modes de gestion des difficultés. Puisqu'en même temps qu'on a conduit toutes ces réformes dans les années 60 et 70, notamment les réformes les plus importantes du collège unique, on s'est rendu compte qu'il ne suffisait pas de mettre les élèves ensemble dans les mêmes établissements pour qu'ils réussissent de la même façon. Et donc l'échec scolaire a fait son apparition comme problème social. Avant, il y avait bien sûr des élèves qui étaient des cancres et qui échouaient à l'école, mais ce n'était pas perçu comme un problème social. À partir des années 60-70, quand tous les élèves sont mis dans le même modèle de collège unique, eh bien, on voit que tous les élèves ne réussissent pas de la même façon. Et donc, on commence à créer des dispositifs pour aider les élèves en difficulté. Dès les années 70, dans la réforme Abi, il y avait déjà des dispositifs pour les élèves en difficulté. Ils sont devenus plus prononcés à partir des années 80, notamment avec le plus important de ces dispositifs que vous connaissez sans doute, qui sont les zones d'éducation prioritaire, qui ont perduré jusqu'à aujourd'hui, les réseaux d'éducation prioritaire, etc. Mais aussi tous les dispositifs d'aide et de soutien, les classes relais, les programmes de réussite éducative, etc., pour que tout cela étant destiné à ne pas sortir les élèves, à ne pas les exclure, à qu'ils restent dans la course en leur donnant un soutien supplémentaire, des financements supplémentaires, des enseignants spécialisés, etc. Malheureusement, ce que montrent la plupart des travaux, il n'y en a pas beaucoup malheureusement, mais ce que montrent la plupart des travaux qui ont été menés sur ces dispositifs, c'est que la plupart d'entre eux ne remplissent pas ce rôle de maintien des élèves dans la course. Souvent, on peut revenir dans la discussion sur les raisons de cela. Une des raisons, c'est que la plupart des dispositifs français, ils tendent à retirer les élèves de la classe pour leur donner un traitement à part, soi-disant compensatoire et qui va les aider, mais l'effet de sortir les élèves de la classe, les mettre dans des dispositifs spécialisés, dans des classes relais par exemple, ce n'est pas du tout positif. Dans les systèmes où on voit que ça marche, en général les élèves sont pris en charge dans la classe. Par exemple, il m'est arrivé quand j'étais en Finlande d'observer comment ils traitaient le problème des élèves immigrés qui ne parlaient pas la langue dans la classe. Eh bien, ils avaient un enseignant à côté d'eux dans la classe qui les aidait dans les exercices, mais le projet était de ne jamais sortir les élèves de la classe et qu'ils restent toujours intégrés dans le groupe classe, même en recevant une aide spécifique, etc. Ce qu'en France, on n'a pas du tout tenté. Donc, il y a ce fait de sortir les élèves dans la classe qui font qu'ils ne reçoivent pas l'enseignement normal, qu'ils sont en retard par rapport aux autres, qu'ils ne s'intègrent pas aux autres élèves, etc. Par ailleurs, ils ne s'intègrent pas très bien parce qu'ils sont souvent stigmatisés. Dès lors que vous recevez ce traitement spécifique, les autres élèves pensent que vous avez un problème, et les enseignants aussi. Et ça n'aide pas du tout à que ces élèves progressent. Et donc, ce qu'on constate, par exemple, il y a des études assez intéressantes sur les élèves qui ont suivi les classes relais, c'est que la plupart des élèves, une proportion très importante, ne reprend pas le cursus normal. Donc, en fait, ce qui s'est créé en France, malheureusement, c'est une sorte de course au dispositif, c'est-à-dire que vous passez d'un dispositif à l'autre et quand vous avez fini l'école, vous rentrez dans les dispositifs d'insertion professionnelle, etc. Et donc, il y a des élèves qui ont passé une grande partie de leur cursus scolaire à se balader dans des dispositifs. Donc, c'était une façon de garder la compétition ouverte qui, malheureusement, a montré ses limites, en tout cas dans les formes qu'elle a prises. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas apporter de l'aide à ses élèves, c'est juste que le type d'aide qu'on a apporté ne semble pas avoir été très efficace et il faut en tirer les conclusions de cet échec. Mais malheureusement, le système français, malgré tout ce que je viens de dire sur l'abolition des examens, sur l'abolition des filières dans une certaine mesure, etc., elle reste très fortement marquée quand même par la compétition fermée. Il y a plusieurs traits du système éducatif français qui montrent à quel point on est quand même plutôt dans une logique de tournoi. Il y a des aspects d'école inclusive, mais l'école française, elle semble plus à une logique de tournoi qu'à une école inclusive. Par exemple, l'école française est une école où on fait beaucoup de contrôles en permanence dès l'école primaire et donc l'évaluation prend presque le pas sur l'accompagnement des progrès et la transmission des connaissances. La notation elle-même est extrêmement sévère et donc avec le fait qu'on établit des distinctions très très fines entre les élèves, les enseignants étant
très fortement porté sur le fait de déceler les erreurs plutôt que de récompenser les réussites. Et les erreurs, notamment les erreurs d'orthographe, puisque la langue en France est quelque chose d'extrêmement important, les erreurs d'orthographe font que, bien sûr, les élèves, par exemple, à l'école primaire, peuvent avoir -4 si on compte toutes les fautes d'orthographe, etc., parfois jusqu'au demi-point, etc., alors que dans beaucoup de systèmes, par exemple en Europe aujourd'hui, il n'y a pas de notation à l'école primaire, et quand il y en a, c'est souvent avec des lettres, des couleurs, etc. Donc le système français se caractérise par la sévérité de la notation. Alors bien sûr, il y a des différences entre les écoles, il y a des variations, il y a des écoles qui utilisent certains systèmes de notation avec des petits bonhommes, avec des couleurs, etc. Mais c'est quand même une minorité d'écoles. Globalement, quand on fait l'analyse, c'est un système dans lequel il y a beaucoup... une notation très sévère et très portée sur l'erreur, c'est détecter l'erreur, et beaucoup d'évaluation, beaucoup de contrôle en permanence, au point que une des premières choses que les élèves apprennent à l'école, c'est cette importance des contrôles et passent les week-ends à préparer les contrôles qui vont commencer dès le début de la semaine. Donc, dans d'autres systèmes, on fait très peu d'évaluation des élèves, en tout cas quand ils sont assez jeunes. Dès l'école maternelle même, dans l'école maternelle, on a introduit un système de livret de compétences, et ce qui était très intéressant dans le modèle français, c'est que plutôt que d'aller dans une atténuation de l'évaluation et de ce système de détecter des erreurs, en fait, on a fait des listes d'items, et donc à chaque fois, ça devient à nouveau une évaluation acquis, non acquis, donc il n'y a pas une notation, mais il y a toujours, voilà, une approche très réductionniste des progrès individuels et des différences interindividuelles qui sont mises en exergue. Parce que ce qui caractérise aussi le système français, c'est que la notation est utilisée donc comme un système de récompense, bien sûr, des bons élèves, mais comme un système de sanctions. Et donc, ça devient, les élèves travaillent pour la note, et ils travaillent de plus en plus pour la note au fur et à mesure qu'ils restent dans le système. On ne donne pas assez d'importance à la motivation intrinsèque des élèves. L'idée, c'est que les élèves vont travailler pour avoir des bonnes notes, et ces notes vont avoir des conséquences sur leur parcours. Et aussi, ce qui est très présent dans le système, et ça renvoie très fortement au modèle de la compétition, c'est que les élèves, il faut qu'il y ait un mécanisme incitatif, c'est-à-dire on ne croit pas que les élèves sont vraiment intéressés par ce qu'on leur propose. On dit il faut créer un mécanisme d'émulation, et ce mécanisme d'émulation, c'est la compétition entre des élèves. Et c'est le fait, par exemple, de rendre public les résultats. Moi-même, vous l'avez entendu à mon accent, donc je ne suis pas française d'origine. J'ai appris le français en Suisse, dans un système français, dans une école française. Et je suis entrée en classe des secondes. Et une des choses que faisait l'enseignante très classique de français qu'on avait, c'est qu'elle lisait toujours à haute voix les notes, et même à haute voix tous les morceaux des dissertations qui lui semblaient terribles, qui étaient épouvantables. Et donc, effectivement, c'était destiné à engendrer un mécanisme d'émulation, mais ça passait pour une logique d'humiliation, une sorte de cérémonie de dégradation des élèves. Donc moi, au début, bien sûr, j'ai fait plus de fautes que d'autres élèves, puisque le français n'était pas ma langue maternelle. Donc voilà, il y avait une lecture. Heureusement, c'était une classe très solidaire, donc ça n'a jamais réussi à nous diviser et à créer une mauvaise ambiance entre les élèves, qui souvent est le cas. Donc il y a cette idée, et c'est une idée qui a été très fortement conceptualisée par l'enseignement des jésuites et par l'enseignement dans les écoles catholiques, dans lesquelles on a instauré cela en système, et dans les lycées classiques jésuites notamment, mais souvent d'autres ordres religieux, etc., on organisait ces batailles entre des groupes d'élèves, et chacun avait son émule de l'autre côté. Donc on était deux équipes, et vous aviez votre émule, et vous deviez faire mieux que l'émule qui était dans l'autre équipe de l'autre côté. Et c'était un jeu.
et vraiment une logique des tournois totalement classiques transportés dans l'espace scolaire. Et donc beaucoup d'enseignants croient que ces mécanismes fonctionnent. Et ils fonctionnent pour certains élèves, c'est évident. C'est une logique qui est plus attirante pour les garçons, c'est une logique qui est très attrayante pour les bons élèves qui peuvent être en compétition entre eux, mais c'est une logique qui est très défavorable à ceux qui sont plus timides, plus défavorable aux filles qui se mettent moins en avant et plus défavorable à ceux qui ont des résultats moyens ou faibles, qui ont plus peur de s'engager dans la compétition et qui ont plus de chances, bien sûr, objectives de perdre dans la compétition. Et cela se double du fait que pendant très longtemps, même si ces dernières années il y a une diminution assez importante, il y a eu beaucoup de redoublements. Donc le système français, c'était l'erreur totale. Si vous n'aviez pas réussi, etc., vous n'alliez pas reprendre des morceaux du programme dans lesquels vous aviez des problèmes. Non, il fallait reprendre l'année entière. Donc c'était vraiment un marquage très très fort de l'échec. Ce n'était pas quelqu'un qui venait vous dire, écoutez, vous avez eu des problèmes dans tel domaine, donc il faudrait faire un rattrapage de cette partie du programme des mathématiques, de cette partie du programme de français. Non, il fallait redoubler l'année complète, parce que il y a beaucoup de débats sur les bienfaits ou les malfaits du redoublement. Les chercheurs ne sont pas d'accord, mais grosso modo, on a l'idée que le redoublement n'est pas la voie la plus productive, même s'il peut s'avérer parfois, sur certaines conditions, positif pour certains élèves. Alors, autre élément qui va du côté de la compétition ouverte, c'est qu'en même temps qu'on a aboli les examens, l'orientation est venue remplacer les examens. C'est d'ailleurs totalement concomitant dans le temps, c'est-à-dire qu'au moment où on abolit l'examen d'entrée en sixième, on crée tout un système d'orientation dans l'enseignement secondaire. Donc on a créé un autre mécanisme qui a remplacé le système d'examen, qui est le système d'orientation. Certes, on a réduit, on a éloigné le moment de l'orientation. Donc avant c'était à la fin de l'école élémentaire, puis ça a été à l'issue de la classe des cinquièmes, puis aujourd'hui c'est à la fin du collège. C'est quand même relativement précoce par rapport à d'autres systèmes d'enseignement. Les systèmes des pays nordiques, par exemple, qui sont les systèmes dont on montre qu'ils sont à un haut niveau de réussite, en tout cas dans le cadre européen, sont des systèmes dans lesquels les élèves restent ensemble jusqu'à la fin du lycée. Alors qu'en France, dès la fin du collège, on a bien sûr la division entre lycée général et technologique et lycée professionnel, qui pour les jeunes de milieu populaire est un vrai couperet. C'est d'ailleurs toutes les enquêtes sur les sentiments d'injustice chez les jeunes, notamment issus de l'immigration des milieux populaires, montrent qu'ils disent c'est au moment de l'orientation en classe de troisième que j'ai senti que j'étais discriminée. En fait, les enquêtes montrent qu'il n'y a pas une discrimination ethnique nécessairement, que l'orientation se fait véritablement sur la base des notes plutôt des élèves, mais en tout cas les élèves le ressentent véritablement comme une forme de discrimination. Et bien sûr, après au lycée, vous avez à l'issue de la classe des secondes les différentes filières qui existaient jusqu'à l'année dernière. Mais en fait, même si ces filières sont en train de s'atténuer, en partie de disparaître, d'autres mécanismes sont venus les remplacer. Malheureusement, le système sécrète en permanence de nouvelles formes de division. Elles deviennent de plus en plus subtiles. Et donc, par certains côtés, elles sont moins brutales, mais elles sont aussi moins facilement repérables de l'extérieur, justement parce qu'elles sont moins brutales. J'entends par là que, par exemple, au collège, vous n'avez pas officiellement de filière au collège. Mais malheureusement, les enquêtes montrent qu'en France, alors que le collège unique s'est défini dans les textes officiels par le fait que toutes les classes sont égales les unes aux autres, eh bien, les chercheurs ont évalué que jusqu'à 70% des collèges français ont des classes de niveau. Et donc, il n'y a pas de filière, mais il y a des classes de niveau. Les bons élèves sont regroupés dans certaines classes, les élèves ont difficulté dans d'autres classes, parfois avec des options spécifiques. Souvent, les langues ont été utilisées pour cela. Donc, les classes des germanistes sont les bonnes classes, et les classes des hispanistes, les classes des mauvais élèves. Et après le latin, et après le grec, et les classes horaires aménagées aux musiques, et les classes horaires aménagées dans d'autres domaines, ou les classes européennes. Donc, on a créé tout un système d'options qui crée à nouveau de la différenciation interne
dans les établissements, mais une différenciation subtile. Parce que de l'extérieur, si vous n'êtes pas un parent très informé, vous ne savez pas tout de suite que la 6e 3, c'est la bonne 6e et la 6e 5, c'est la mauvaise 6e. Vous allez peut-être le découvrir assez vite, notamment dans les commentaires des enseignants, mais en tout cas, ce n'est pas écrit devant la porte de la classe, vous ne savez pas. C'est là, donc ça devient plus subtil, plus opaque. Et donc, du coup, cette opacité génère d'autres choses. Il génère peut-être moins ce sentiment de violence, de la brutalité de la sélection, mais il génère quelque chose qui, moi, me préoccupe beaucoup dans les enquêtes que j'ai faites, c'est ce sentiment que les gens se sentent piégés, que les gens se sentent qu'ils ne comprennent pas le système, qu'ils se font avoir. Quand on interroge les parents des milieux populaires, j'en ai interrogé beaucoup dans mes enquêtes, ils ont beaucoup le sentiment de se faire avoir, parce qu'ils ont l'impression, et pas à tort, qu'ils ne maîtrisent pas le fonctionnement réel du système et que des choses essentielles leur échappent, que l'école ne leur dit pas. Autre chose que l'école ne dit pas, c'est que quand on a créé le collège unique, à partir de ce moment-là, et ce qu'on a observé, mais c'est aussi la conséquence d'autres phénomènes en dehors de l'école, c'est une forte ségrégation entre les établissements. Donc aujourd'hui, ce qui est important, ce n'est pas de savoir si un enfant va au collège ou non, parce que heureusement, la très grande majorité des enfants français va au collège aujourd'hui, sauf cas de handicap grave ou circonstances très particulières, mais c'est à quel collège va-t-il ou va-t-elle? Parce que c'est ça qui va longuement faire sa différence, sa destinée. C'est quel collège? C'est la différenciation entre collèges. D'abord entre collèges privés et publics. Les collèges privés sont très sélectifs socialement. Ils sont devenus très sélectifs scolairement, ce qu'ils n'étaient pas il y a 50 ans, mais maintenant ils sont très sélectifs scolairement et socialement, et à l'intérieur du système public également. Eh bien, dans toutes les communes, il y a le bon collège, le mauvais collège, le collège ghetto, et donc il y a une différenciation interne du système qui, elle aussi, va tout à fait à l'encontre de la compétition ouverte et de l'école inclusive, et qui montre que la compétition est fermée. Parce que si vous êtes dans une école primaire ghetto, et vous allez dans un collège ghetto, vous allez dans un lycée ghetto, arriver dans une bonne filière de l'enseignement supérieur est vraiment un miracle. Bon, ces miracles existent et on les salue beaucoup parfois, mais ce sont quand même des miracles, donc c'est très rare. Et donc, dans la transition vers le supérieur, comme aujourd'hui il y a de plus en plus d'élèves qui passent dans l'enseignement supérieur, eh bien la barrière s'est élevée du secondaire vers le supérieur. Il y a encore des barrières dans le secondaire, mais il y a quand même pas mal aujourd'hui d'élèves des milieux populaires qui vont au lycée et qui veulent aller dans l'enseignement supérieur. Mais à l'entrée dans l'enseignement supérieur, il y a une grande barrière. Cette barrière n'est plus le baccalauréat, je l'ai dit tout à l'heure, il n'est plus de la même façon qu'il l'a été pendant très longtemps. Il ne l'est plus, mais il y a une grande barrière qui tient d'une part à ce système admission post-bac Parcoursup, donc j'ai travaillé beaucoup là-dessus ces derniers temps, sur la façon dont les élèves comprennent ce système, utilisent ce système, et on voit que c'est un système qui génère des inégalités, parce que les élèves des milieux favorisés savent tirer parti de ce système, et les élèves des milieux défavorisés ne savent pas comment tirer parti de ce système. Ça tient également au fait qu'ils ne reçoivent pas, et ça fait partie aussi de l'enquête que j'ai menée récemment. J'ai travaillé dans 4 lycées assez contrastés pendant 2 ans, et on voit bien que la qualité du service d'orientation que reçoivent les élèves pour aller dans le supérieur varie très fortement d'un lycée à l'autre. On a travaillé dans un lycée très favorisé du centre de Paris, et le proviseur accueillait les élèves qui entraient dans l'établissement en seconde en leur disant « Bienvenue, vous êtes déjà dans l'enseignement supérieur ». Et toute la logique du lycée, c'était tous les élèves vont aller dans le supérieur, et tout fonctionnait pour préparer les élèves à l'enseignement supérieur, notamment aux classes préparatoires et aux filières d'élite de l'enseignement supérieur français. En revanche, nous sommes allés à un lycée qui n'était pas le plus défavorisé des 4 dans lesquels nous avons travaillé, qui était assez défavorisé, qui était à Paris intramuros, mais plutôt à la périphérie. Et on est allé voir le proviseur au mois d'octobre, et elle nous a dit «
je ne comprends pas pourquoi vous venez me voir, parce qu'ici, on ne parle d'orientation que quand APB, à l'époque c'était admission post-bac, ouvre au mois de janvier. Donc les élèves dans ce lycée n'entendaient parler d'orientation que juste dans la courte période où ils devaient remplir leurs vœux sur APB, alors que leurs camarades qui étaient dans le lycée très favorisé au centre de Paris avaient passé 3 ans à se préparer à l'entrée dans l'enseignement supérieur. Autre grande différence entre les deux systèmes, entre les deux types de lycées. Dans les lycées très favorisés, on donne beaucoup de conseils très personnalisés aux élèves. On les voit en face à face, en individuel. On discute leurs projets. Les élèves ont le temps d'échanger le projet, d'échanger avec leur professeur principal, avec le chef d'établissement qui voit un élève. Tous les élèves passent par le bureau du chef d'établissement présenter leur projet. Le proviseur adjoint, même les personnels surveillants, les conseillers d'éducation participent à l'orientation. Dans les lycées défavorisés, tout le monde est très mobilisé par la préparation au baccalauréat, parce qu'il y a quand même un certain nombre d'élèves qui échouent au baccalauréat, par le décrochage scolaire, par les problèmes sociaux des élèves. Donc, l'orientation n'occupe qu'une toute petite place et on se contente souvent de donner aux élèves des formules toutes faites, très procédurales, des conseils. N'oubliez pas que la date d'ouverture des Parcoursup, c'est le 22 janvier. N'oubliez pas ceci, etc. Et plus préoccupant encore, c'est quelque chose que j'étudie beaucoup, mais qui m'éloigne un peu du thème d'aujourd'hui, c'est le rôle du secteur privé, enfin du secteur marchand, pas que des établissements privés. C'est que ce que font beaucoup d'enseignants dans les lycées défavorisés, c'est qu'ils disent aux élèves, allez au salon de l'enseignement supérieur très nombreux, et quand on voit le type de conseils que les élèves reçoivent dans les salons de l'enseignement supérieur, on se dit que voilà, ça contribue énormément aussi à expliquer les types d'orientation dans le supérieur. Donc ces élèves ne sont pas véritablement accompagnés et l'enseignement supérieur français est extrêmement hiérarchisé, extrêmement fragmenté. C'est peut-être le plus fragmenté au monde. Je ne connais pas dans ma connaissance des systèmes, et je ne connais pas tous les systèmes du monde, mais dans tous les systèmes que je connais, il n'y a aucun comparable au système français où il y a à la fois des grandes écoles, des classes préparatoires, des écoles post-bac, des IUT, des BTS. Donc il y a une telle variété de formations avec des niveaux de sélectivité, des parcours, des attentes totalement différents. Donc même les enseignants ont très peur quand on leur dit vous devez maintenant vous investir dans le domaine de l'orientation parce qu'ils ont l'impression de ne pas maîtriser. Et en fait, personne ne maîtrise. On est toujours en retard parce qu'on a toujours créé de nouvelles choses dans l'enseignement supérieur, des nouveaux diplômes, des nouvelles formations, des nouvelles passerelles. C'est un système extrêmement difficile. Et donc, les élèves des milieux défavorisés se retrouvent souvent dans des filières de relégation parce qu'ils n'ont pas compris Parcoursup, parce qu'ils n'ont pas été bien orientés dans leur lycée, parce que le système étant ce qu'il est, plus un type d'enseignement devient attractif, plus il devient sélectif et donc il éloigne les élèves qui viennent de ces lycées plus défavorisés, etc. Donc, la compétition est quand même un principe fondamental du système français. Mais malheureusement, ça se combine aussi avec une logique de parrainage. Donc, les élèves des milieux défavorisés sont dans cette compétition, qui est une compétition, on va le voir, à cause du parrainage, qui est inégale. Et la compétition a aussi d'autres effets qui ne sont pas que positifs vers les élèves très favorisés. C'est que les élèves français qui sont arrivés jusqu'aux classes préparatoires, jusqu'aux grandes écoles, ils ont l'impression d'avoir mérité leur place pleinement. Et on ne peut pas leur donner totalement tort, parce que même si, comme on va voir, ils ont bénéficié d'un très grand parrainage, ils ont quand même été soumis à une logique où on leur a demandé de plus en plus d'efforts. On ne peut pas dire qu'ils n'ont pas travaillé, on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas fait grand-chose. Non, quand ils ont été dans les lycées d'élite, ils ont beaucoup travaillé. Ils ont eu beaucoup d'épreuves, beaucoup de contrôles, beaucoup d'examens, et quand ils sont dans les classes préparatoires, encore plus. Donc on ne peut pas leur dire directement, oh non, tu es là gratuitement parce que ton père est riche, c'est pour ça que tu es là. Ce n'est pas tout à fait comme ça. Donc la compétition, elle a aussi par effet de légitimer la position de ceux qui occupent ces positions parce qu'ils ont l'impression d'avoir gagné leur place. Une partie de cela tient au fait qu'ils ne se rendent pas compte nécessairement ou ils se mentent en partie eux-mêmes. C'est très difficile parfois de savoir à quel point les gens sont conscients, notamment les jeunes, à quel point ils sont conscients
des bénéfices dont ils ont pu profiter tout au long de leur scolarité que d'autres élèves n'ont pas bénéficié. Et une des raisons pour lesquelles ces élèves favorisés ne s'en rendent pas compte, c'est parce qu'ils vivent souvent dans un cocon de l'entre-soi. Et donc, ils ne se comparent qu'à d'autres comme eux. Ils ne savent pas ce que sont en train de vivre d'autres élèves. Ils l'imaginent un peu, bien sûr, ils voient des reportages à la télé, ils lisent les journaux, mais ce n'est pas la même chose que d'être confrontés avec des élèves qui auraient des très très grandes difficultés. Donc, comment se traduit ce parrainage? Par exemple, dans les évaluations, ça c'était un des thèmes célèbres de Pierre Bourdieu, que vous connaissez sans doute, un grand sociologue français qui s'est beaucoup intéressé à l'éducation, donc où il disait que l'école était inégalitaire parce qu'elle était indifférente aux différences. C'est-à-dire que l'école, elle traite comme égaux des personnes qui arrivent à l'école dans une situation inégale. Et donc, elle dit aux enfants, voilà, on va faire un contrôle aujourd'hui, donc la première semaine quand on est au CP, et les élèves n'arrivent pas du tout avec le même bagage donc à l'école primaire, ni même à l'école maternelle, en fonction des familles dont ils proviennent et des quartiers et des écoles dont ils proviennent. Donc on met sur un même plan, sur le modèle de la course sportive, vous êtes sur la même ligne de départ, mais tout le monde n'est pas vraiment sur la même ligne de départ parce que tout le monde ne part pas avec les mêmes bagages de départ et donc d'emblée on instaure un système inégal. Il devient d'autant plus inégal qu'au fur et à mesure du système, les enseignants vont récompenser par exemple beaucoup en France le travail à la maison. Le travail à la maison, c'est la porte ouverte aux inégalités entre l'aide que peuvent recevoir les élèves des milieux favorisés par leurs parents et l'aide que ne reçoivent pas les autres élèves dans leur famille parce que les parents ne peuvent pas leur aider. Donc il y a un parrainage familial qui est totalement logique. On ne va pas dire aux parents « n'aidez pas vos enfants ». On ne peut pas leur interdire d'aider leurs enfants, mais ça met les enfants dans des situations fortement inégalitaires à l'école. Par ailleurs, les enseignants, toutes les enquêtes les montrent, on a beaucoup de travaux sur les enseignants, montrent que les enseignants s'intéressent beaucoup aux bons élèves. C'est normal. Moi-même, je suis enseignante. Donc, quand on est dans une classe et quand on a des élèves qui répondent positivement et qui entraînent le groupe, etc., on leur prête plus d'attention, on est plus motivé par ce type d'élèves. Et quand on pose des questions à un élève qui répond mal et on se dit « oh là là, les autres élèves vont croire que c'est la bonne réponse, mais je ne peux pas quand même le corriger en cours longuement parce que je n'ai pas le temps, sinon ça va casser le rythme. » Donc, c'est compliqué. Donc, il y a tout un ensemble de mécanismes qui expliquent cela, mais il se crée une forme de connivence très forte entre les enseignants et les bons élèves. J'ai rencontré beaucoup d'enseignants dans ma carrière qui font des choses merveilleuses avec les élèves en difficulté et qui s'impliquent beaucoup. Mais malheureusement, je dois dire que je n'ai jamais vu un dévouement comparable que celui qu'on a pour les bons élèves dans les lycées favorisés, où les enseignants n'hésitent pas à répondre le week-end, à tout moment être disponibles, à donner leur téléphone portable pour que les élèves appellent à n'importe quel moment, puisque quand on est dans les concours pour l'élite, tout le monde pense que c'est vraiment là, il ne faut pas les laisser, etc. Et c'est terrible parce qu'à la fois c'est normal, je comprends très très bien ce mécanisme étant moi-même enseignante et en même temps voilà, c'est un mécanisme très défavorable. Et donc ces enseignants vont proposer tout un ensemble de services aux élèves, par exemple aux familles, aux élèves favorisés. Par exemple sauter une classe. Vous savez, les élèves des classes préparatoires, là on trouve une proportion pas négligeable des élèves qui ont fait des sauts de classe. Parce qu'en France la précocité est un critère de la qualité. Ce qui n'est pas le cas dans tous les systèmes. Donc en France, si on fait bien, c'est bien, et si on fait bien et vite, c'est mieux. Donc il y a les sauts de classe qui permettent, et quand on dit d'un élève, même un élève qui a quelques difficultés, on dit « ah mais il est très jeune », c'est toujours quelque chose qui va atténuer les jugements négatifs, parce qu'on va dire il est quand même jeune, donc il faut lui laisser sa chance. Alors qu'un élève qui est plus âgé, on dit non, il a déjà redoublé, donc non, on ne peut pas. Donc voilà, c'est un facteur aggravant que vous soyez plus âgé. Et on sait, on a fait des études sur l'orientation qui montrent qu'à note égale, pour deux élèves qui auraient une note, par exemple 9 sur 20, sur lesquels on se pose la question de dire est-ce qu'on le fait passer en lycée général et technologique ou en lycée professionnel, à note égale,
on donne des avis plus favorables pour les élèves des milieux favorisés et des avis plus défavorables pour les élèves des milieux défavorisés. Et cela s'explique à nouveau, je ne vais pas dire que les enseignants soient tous vraiment dans la logique de la reproduction, ça s'explique par beaucoup de raisons. Par exemple, les enseignants disent, mais un tel, c'est vrai, mais ses parents vont lui donner des cours particuliers, ses parents vont l'accompagner, vont l'aider. Donc, ils font des hypothèses sur le fait qu'il ne va pas y avoir des parrainages familiales, pour utiliser mes termes, d'un côté et il va en avoir de l'autre. Malheureusement, ces hypothèses les conduisent à avoir des conduites qui aggravent la situation des élèves. D'autre part, il y a donc, ce que j'ai déjà décrit tout à l'heure, donc cette canalisation dans le système dans lequel on propose aux bons élèves des parcours protégés. Alors, le système français, une des choses qui les différencie par exemple du système anglais, c'est que dans le système français, on s'intéresse vraiment aux bons élèves. Et les enseignants sont très contents quand les élèves des milieux populaires sont des bons élèves. Une des raisons étant qu'ils croient que c'est grâce à eux qu'ils sont des bons élèves. Parce que quand les bons élèves viennent des milieux favorisés, il y a toujours un doute, les parents l'ont tellement aidé. Est-ce que moi, j'ai joué un rôle dans vraiment la qualité de cet élève? Donc, les enseignants aiment beaucoup les bons élèves des milieux populaires et ils tendent à les aider beaucoup. Et donc, ils vont leur dire, et moi je l'ai entendu parce que j'ai beaucoup travaillé sur le choix de l'école dans mes travaux antérieurs, donc de dire, quand il y a des bons élèves des milieux populaires, on leur dit, ah non, 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 ne va pas dans le collège ghetto du quartier, je vais aider ta mère à faire ta demande de dérogation et moi-même, je vais parler à un collègue, etc. Donc, les enseignants peuvent s'investir. C'est pas nécessairement social au départ, c'est plutôt scolaire. On investit dans les bons élèves, etc. Et donc, il y a tout un ensemble de parcours protégés, une sorte de canalisation intra-institutionnelle. Alors, les élèves très favorisés scolairement et socialement, qui habitent dans les beaux quartiers, bon, ils n'ont pas trop à se caser la tête, parce que de toute façon, ils peuvent aller dans l'école primaire du quartier, collège du quartier, lycée du quartier, et s'ils habitent à Neuilly, ça ne va pas nuire à leur carrière scolaire. Mais pour les élèves qui habitent dans des communes plus mélangées, eh bien, le système propose, soit par le choix des établissements, soit par le choix des classes, donc les options de langue, les classes horaires aménagées, les classes européennes, le choix du privé, etc. Vous pouvez construire des parcours à l'intérieur du système qui vont vous protéger. Ces parcours constituent une forme de parrainage de deux façons différentes. Ils sont un parrainage parce que malheureusement, la qualité de l'enseignement que les élèves reçoivent varie entre les établissements. Et malheureusement, elle ne varie pas parce que les enseignants sont différents, parce que nous avons la grande chance en France que même s'il n'y a pas une distribution totalement égalitaire des enseignants, nous n'avons pas des sous-enseignants en banlieue et des super enseignants dans les quartiers favorisés. On a un corps enseignant qui est formé de façon encore, même si ça change malheureusement pour le pire, de façon assez homogène. Et on a des très bons enseignants dans les établissements de banlieue et on peut avoir des très mauvais enseignants, y compris dans des établissements favorisés. Mais les enseignants sont des êtres humains et ils s'adaptent à leur public. Et plus vous êtes dans un établissement favorisé et on vous met la pression, et les premières à vous mettre les pressions, ce sont les élèves. Si vous donnez des exercices trop faciles, les élèves vous diront « Oh là là, mais ça, on sait le faire, c'est nul, etc. » Les parents viendront protester, les chefs d'établissement vous mettront la pression, vos collègues, bien sûr, en permanence, et vous vous ajusterez très vite. Et j'ai vu le processus contraire quand j'ai fait mon travail dans l'école de la périphérie. J'avais interviewé des enseignants qui me disaient, j'ai passé tout mon été, un enseignant qui débutait dans la carrière, j'ai passé tout mon été à préparer mes exercices de mathématiques. Et quand je suis arrivée dans ce collège, tous mes collègues ont commencé par me dire, jamais tu n'arriveras à faire ça ici, tu rêves, on va te dire ce que tu peux faire ici. Et donc immédiatement, il y a un ajustement des attentes vers le niveau attendu des élèves. C'est un effet très connu, on l'appelle l'effet Pygmalion. Il y a des études qui ont été menées dans ce sens, des études qui ne sont pas un peu contestables sur le plan éthique, dans lesquelles on montait aux enseignants sur les capacités des élèves et on leur dit vos élèves ont beaucoup de potentiel. Et quand les enseignants croient que les élèves ont beaucoup de potentiel, ils font beaucoup plus de progrès
Et on fait ça de façon aléatoire, on le dit pour n'importe quel élève. Ils progressent beaucoup plus que quand ils croient que ce sont des élèves qui n'ont pas de potentiel. Donc il y a quand même un effet de la croyance. La capacité des enseignants à croire dans la capacité de leurs élèves à progresser est un facteur très très important. Et quand ils sont dans des établissements défavorisés où il y a une masse d'élèves qui a des difficultés, ils ont beaucoup de mal à croire cela. Donc ça crée un parrainage parce que vous n'avez pas le même bagage scolaire. Et ce type de parrainage explique un phénomène que je trouve très très préoccupant, mais qui s'explique en partie par cela, même s'il tend à exagérer ce phénomène, c'est qu'aujourd'hui, et notamment dans l'accès à l'enseignement supérieur sur lequel je me penche en ce moment dans mes études, on fait la sélection sur la base de l'établissement d'origine. Et donc, moi, par exemple, dans mon enquête sur la formation des élites, j'avais réussi à observer des commissions de sélection en classe préparatoire dans un lycée très favorisé du centre de Paris. Donc, c'était une classe donc plutôt des littéraires. Et donc là, on faisait des piles en fonction du lycée d'origine des élèves parce qu'on considérait que les notes n'avaient pas la même valeur selon le lycée d'où venaient les élèves. Et donc, on disait, voilà, c'est un élève qui a 14, mais il vient du lycée d'à côté ou de notre propre lycée. Si en plus, c'est du propre lycée, là, c'est la confiance absolue dans les notes. En revanche, on dit, mais il vient d'un lycée perdu dans la grande banlieue parisienne, on n'a jamais entendu parler de ces lycées, etc. Eh bien, on considère qu'on ne peut pas faire confiance et que probablement ce 14, ça vaut 11 plutôt que 14, etc. Parfois, on fait ça de façon un peu sauvage. Dans les classes scientifiques, j'ai vu des professeurs faire des algorithmes et aujourd'hui, les universités font beaucoup d'algorithmes là-dessus. Là, il y a 2 semaines, j'ai fait un entretien, ce qui était avant Paris 6, alors comme les universités changent tout le temps de nom, maintenant c'est Sorbonne, quelque chose, j'imagine. Donc, et les enseignants disaient qu'effectivement, ils avaient un algorithme qui, maintenant que dans Parcoursup, ils peuvent sélectionner leurs élèves, dans lesquels le lycée d'origine est un des paramètres. Ce n'est pas le paramètre le plus important, bien sûr, il y a des paramètres des notes dans certaines matières qui sont très importantes, mais le lycée d'origine, ça joue dans la notation. Et donc, c'est extrêmement injuste, parce que déjà, imaginez que vous êtes un bon élève, ou un élève moyen bon, mais qui avait été dans un lycée plutôt défavorisé, en plus, l'étiquette lycée défavorisé va vous défavoriser encore plus. Alors que quand vous êtes un élève moyen bon qui venait d'un lycée favorisé, l'étiquette « je viens d'un lycée favorisé » va vous être tout à fait favorable. C'est cela que j'appelle le parrainage institutionnel. Comment l'institution crée des mécanismes, pas délibérément, c'est pas qu'il y a une logique maléfique dans le système de vouloir faire cela, mais il y a un système qui opère en faveur des bons élèves et qui va de mille et une façons défavoriser les autres. Et à cela, malheureusement, se rajoute, et ce sera la fin de ma présentation, un parrainage familial de plus en plus intense. Alors Pierre Bourdieu et les sociologues qui ont écrit dans les années 60-70 parlaient beaucoup de ce qui s'est passé dans la famille, dans la prime socialisation familiale, de dire, voilà, les enfants acquièrent dans leur famille une façon de s'exprimer, un rapport au langage, un vocabulaire beaucoup plus riche, etc., que l'école va immédiatement récompenser, et l'école, et ce mécanisme est toujours très fort, bien évidemment, on continue à récompenser des savoirs, des savoir-faire. On sait très bien que beaucoup d'enfants des catégories favorisées savent déjà lire quand ils arrivent à l'école, donc l'école, en fait, ne fait que venir compenser un peu ce que la famille a déjà fait, alors que d'autres enfants éprouvent beaucoup de difficultés à s'exprimer, même à l'oral, selon leur contexte familial. Mais surtout, en plus de ce qu'ont décrit les sociologues à cette période, qui reste toujours valable et qui doit toujours être pris en compte, les familles aujourd'hui opèrent un management de la scolarité de leurs enfants, les familles favorisées des classes supérieures, mais aussi des classes moyennes, par un accompagnement intensif, donc qui passe par le suivi des devoirs. Comme dans l'école française, il y a beaucoup de devoirs, donc les familles s'investissent beaucoup dans les devoirs, très tôt, mais cours particuliers. Quand on voit les enfants dans les lycées d'élite, 80% des élèves prennent des cours particuliers. Il faut soutenir l'effort, parce que l'effort demandé est tellement grand que les élèves sont aidés par leurs enseignants, mais ils sont aussi beaucoup aidés par leurs parents qui leur procurent des conditions particulières. Par ailleurs,
l'enseignement français n'est pas particulièrement efficace en matière d'enseignement de langue. Et on sait très bien, par exemple, moi je travaille à Sciences Po, un des critères jusqu'à cette année, puisque le système est en train de changer de la sélection à Sciences Po, tenant compte des résultats en anglais. Et on sait très très bien que les élèves qui parlent très bien anglais, c'est parce qu'ils ont fait des séjours à l'étranger. Parce que même les élèves favorisés que j'ai eus à Sciences Po, je faisais un cours en anglais, enfin je fais souvent des cours en anglais, j'ai eu pas mal d'élèves français qui manifestement venaient des lycées très favorisés, mais qui parlaient très mal anglais. Ils s'exprimaient assez bien à l'écrit, mais à l'oral, ils étaient très mauvais, parce que manifestement, ils n'avaient pas fait beaucoup de séjours à l'étranger. Ils n'avaient pas eu un parrainage familial très fort, et ils dépendaient de l'école. Donc, l'école laisse la place pour que les familles s'investissent beaucoup. Je disais, plus vous donnez des devoirs, plus vous donnez cette place, plus vous faites comme si vous ne savez pas qu'il y avait des cours particuliers. Donc vous interrogez les enseignants dans les lycées d'élite, vous dites, est-ce que les élèves ont des cours particuliers? Oui, il doit y avoir 2 ou 3 qui prennent des cours. Donc, vous ne savez pas s'ils ne savent pas, s'ils ne veulent pas savoir, si c'est dans une logique de dissimulation totale, parce qu'on a quand même des résultats d'enquête très consistants pour montrer que c'est une grande majorité qui prend des cours particuliers. Et d'ailleurs, toutes ces agences qui prolifèrent n'existeraient pas s'il n'y avait pas un marché pour cela. Et ces familles, bien sûr, biaisent la compétition par le fait qu'elles savent faire le bon choix. Et aujourd'hui, toute cette capacité, comme je disais, je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur l'opacité du système, aujourd'hui, il faut vraiment s'investir énormément pour comprendre le système, pour savoir quel est le bon établissement, si l'enfant va être pénalisé, s'il est dans tel collège, quelle est la bonne classe du collège, quel est l'enseignant qui présente beaucoup de problèmes dont on ne parle pas officiellement, mais que tout le monde sait qu'il est un très mauvais enseignant, etc., même à l'école primaire. Donc, il y a tout un travail qui commence très, très tôt pour faire tous les bons choix en permanence. D'ailleurs, ce n'est pas très positif pour ces parents non plus, parce que ces parents décrivent une vie dans laquelle, effectivement, il faut être constamment mobilisé par la scolarité des enfants. Et ce sont aussi des parents, et moi j'avais utilisé le terme dans mon travail sur l'école de la périphérie, ce sont aussi des parents qui colonisent l'école, au sens où ils sont tout le temps dans l'école, dans les conseils de classe, dans les sorties, dans les activités. D'une part, c'est très positif pour l'école, parce que c'est une richesse pour l'école qu'il y ait aussi des parents qui accompagnent l'activité, mais ils le font aussi pour surveiller l'école et voir qu'est-ce qui se passe dans l'école, et de temps en temps pour donner un coup de main pour leurs enfants, ou pour que les enseignants eux-mêmes, que les enseignants vont avoir une attitude plus positive vis-à-vis des parents qui connaissent, des parents qui sont participatifs, qui les aident. Donc, à un moment donné, s'il s'agit d'un saut de classe, s'il s'agit d'avoir tel type de choix, eh bien, ces parents vont être dans une position plus favorisée. Donc, ce sont des parents qui sont capables aussi d'utiliser le système un peu pour eux. Sans compter, bien sûr, l'usage du secteur privé, etc., du système d'enseignement par ailleurs. Et donc, pour conclure, et laisser maintenant plus de place à la discussion, donc pour résumer un tout petit peu ce que j'ai dit, sont des systèmes éducatifs français donc se caractérisent par cette articulation étroite entre les logiques des compétitions et des parrainages qui fonctionnent l'une comme norme officielle. La norme officielle du système d'enseignement français, c'est la compétition, c'est-à-dire la méritocratie. Et la norme informelle, c'est quand même le parrainage, c'est-à-dire qu'il y a de la méritocratie, mais il y a aussi un peu de clientélisme quand même. Ces logiques, bien sûr, ne se déclinent pas de la même façon selon les niveaux d'enseignement. Ils sont plus atténués à l'école primaire, qui est pourtant loin d'être vraiment inclusive. Elles deviennent de plus en plus visibles dans l'enseignement secondaire et supérieur, même si la force de ces mécanismes est brouillée. Ce qui est plus grave, c'est que ces processus se nourrissent l'un à l'autre. Parce que la compétition est très dure, ça justifie le parrainage. C'est-à-dire que si vous dites, mais dans ces lycées d'élite, on doit travailler tellement dur, c'est normal que les parents payent des cours particuliers. C'est normal qu'on s'investisse, qu'on passe des heures à aider les enfants, parce que la compétition est très très dure, parce qu'on n'est pas sûr qu'ils vont gagner dans la course, parce que malgré tout, ce n'est pas parce que vous êtes riche que votre enfant va arriver à Polytechnique. Il faut quand même qu'il gagne sa place. Donc, parce que la compétition est très dure, ça justifie le parrainage, ça justifie aussi l'action de l'école en leur faveur, etc. Et en même temps,
parce que le système scolaire n'est pas dupe, bien sûr, de ces logiques des parrainages qu'il institue aussi lui-même, il dit « Ah non, mais il faut que la compétition soit très très sévère pour montrer que quand même on n'est pas là pour récompenser ceux qui donnent des cours particuliers et des séjours à l'étranger. » Et donc les deux vont se nourrir l'un à l'autre et donc ça crée un système qui est très solide, parce qu'on a deux logiques qui sont assez négatives, qui se nourrissent l'une à l'autre, l'une faisant le contrepoids de l'autre en permanence. Et comme je le disais, ces logiques nourrissent un ressentiment très fort de la part des exclus du système, parce qu'ils se sentent doublement exclus. Ils se sentent exclus de la compétition, parce qu'ils ont été soumis à des épreuves où ils pensaient que le niveau de l'épreuve était trop élevé pour eux et qu'ils ne pouvaient pas réussir cette épreuve. Et ils se sentent aussi floués par le fait qu'ils savent que d'autres ont pu bénéficier d'autres conditions d'enseignement, dans d'autres classes qui étaient la bonne classe dans l'établissement, dans le bon lycée de la commune, parce qu'ils ont été aidés par leurs parents, parce qu'ils ont pu faire des séjours à l'étranger ou bénéficier de tel ou tel support pédagogique supplémentaire. Donc ça crée un ressentiment très fort de ceux qui n'arrivent pas en haut du système, et c'est pour moi une des raisons qui explique le divorce dont on parle tant aujourd'hui entre les élites et le reste de la population. C'est ce sentiment de ressentiment qui naît à l'école. Bien sûr, après, il y a toutes sortes d'autres mécanismes sociaux et politiques qui l'expliquent, mais il y a déjà un fondement qui se crée dans l'école, et en même temps, comme je le disais tout à l'heure, ceux qui sont élus, ils sont très distants du reste, ils ne comprennent pas, ils n'ont pas vécu un ensemble de situations, ils n'ont pas été confrontés à est-ce que c'est être dans ce lycée poubelle, à est-ce que c'est le type de conditions qu'on a dû subir, est-ce que c'est rentrer chez soi et n'avoir aucune aide, n'avoir pas une chambre à soi, n'avoir pas des outils pédagogiques à soi, etc. C'est des choses qui semblent très très éloignées et, comme je le disais, en même temps, ils ont été soumis à une compétition, donc ils ont l'impression d'avoir fait beaucoup d'efforts et ils peuvent faire la preuve qu'ils ont beaucoup travaillé à certains moments, notamment de leur carrière scolaire. Et en plus, c'est quelque chose sur lequel j'ai travaillé beaucoup, leur mère, très gentiment, et notamment leur mère, leur père aussi, mais comme c'est les mères qui s'en occupent plus et les mères sont plus dans ce sens, les mères tentent beaucoup à occulter tout ce qu'elles font pour leurs enfants pour que les enfants aient encore plus confiance dans leurs capacités. Donc, il y a beaucoup de choses que les enfants ne voient pas. Les enfants ne voient pas que les parents ont passé des heures à des réunions des parents d'élèves. Il y a des tas de choses qui sont un peu invisibles parce qu'on n'a pas une conscience très claire de ça quand on est jeune. On ne s'intéresse pas nécessairement à cela. Mais en même temps, les parents minimisent ces efforts. Donc moi, souvent, j'ai interrogé des jeunes dans les classes préparatoires qui disent « Ah non, mais moi, personne ne m'a aidé. Moi, tout de suite, j'ai été très bon. » Et c'est vrai souvent, parce que comme on l'a aidé beaucoup quand il était très petit, après, on n'a pas eu tellement besoin de l'aider parce que c'était déjà très, très bien lancé, mais qui minimisent totalement l'aide. Et c'est souvent, et quand on parle à leurs parents, ils disent « Oui, oui, mais je n'ai pas vraiment eu besoin de les aider. Ça fait ressortir le mérite de l'enfant. » Et ça aussi occulte un peu les logiques des parrainages, c'est-à-dire on ne va pas dire j'ai énormément investi dans mon enfant, ça peut-être on peut le dire aux États-Unis, mais en France on ne va pas le dire aussi clairement, j'ai investi énormément et je l'ai payé tout le temps des cours particuliers. Les familles le disent, mais ils ne le disent pas souvent très ouvertement, il faut les pousser un peu comme leur retranchement pour faire parler de ça. Donc ça crée un système où l'élite se sent légitime, et elle est dans un fort sentiment de distance vis-à-vis du reste, et le reste nourrit un très fort ressentiment vis-à-vis de l'élite, dont ils se sont aussi très distants. Donc ce n'est pas quelque chose de très, très positif. Voilà, là j'avais un dernier point, mais que je ne vais pas évoquer, c'est que j'ai aussi un tout petit peu analysé que ça ne se passe pas tout à fait la même façon dans l'enseignement public et privé, mais ça c'est peut-être une autre histoire. Voilà. Merci de cette intervention très riche et on va laisser place à la discussion, à l'échange. Des souhaits d'intervention? Bon, je vous remercie beaucoup pour votre exposé que je considère un peu comme un constat désespérant. Un constat désespérant qui, je pense, n'est pas nouveau, qu'on connaît depuis longtemps. Et ce qui me manque maintenant,
c'est quoi faire, les solutions. Merci. Bien sûr, je pense que les sociologues, nous sommes souvent perçus comme des prophètes du malheur et bien sûr, notre travail consiste essentiellement à décortiquer la réalité plutôt qu'à proposer des solutions. J'ai essayé à plusieurs reprises dans ma présentation de dire que ce n'est pas inéluctable, et notamment ce n'est pas inéluctable parce qu'on connaît des systèmes dans lesquels ces logiques ne sont pas aussi présentes. Il n'y a pas de système idéal, il n'y a aucun système éducatif parfait, mais il y a des systèmes où ces logiques sont moins fortes. On peut, comme je l'ai dit pour l'école primaire, avoir un système dans lequel on soit beaucoup plus dans une école inclusive. On peut, donc, en réduisant la notation, en pratiquant beaucoup plus une pratique de travail des groupes inclusifs sans sortir les enfants de la classe, en faisant toutes les actions d'aide dans la classe, d'accompagnement des élèves. On peut, au collège, se focaliser beaucoup plus dans ce qu'on appelait le socle commun des connaissances, parce que une des choses que je n'ai pas mentionnées, mais qui est très importante aussi, c'est que dans le système français, on a souvent l'impression que hors de l'excellence, point de salut. Or, il y a beaucoup de systèmes qui ne visent pas l'excellence, qui visent qu'il y ait un grand nombre d'élèves qui aient un bon niveau. Mais on n'est pas obsédé par l'excellence. Par exemple, dans les pays nordiques, on n'a pas du tout une obsession de l'excellence comme on l'a en France, où tout le monde est dévoué à l'excellence. J'ai fait beaucoup d'entretiens parfois dans des collèges de banlieue avec des principaux de collège qui me décrivent des situations très très difficiles. Et parfois, à la fin de l'entretien, ils me disent « Mais vous savez, Mme Van Santen, on a quand même un élève qui l'année dernière est allé à Louis-les-Grands. » Et tout d'un coup, on a l'impression que tout le système a été racheté parce qu'il y a un élève qui a pu monter vers un établissement très, très prestigieux. Et donc, je pense qu'on peut ne pas se focaliser sur l'excellence. On voit la difficulté à cela, parce qu'on voit très bien la difficulté quand on a essayé de mettre en place ce socle commun des connaissances, à faire des évaluations qui soient plutôt des évaluations des compétences des élèves et pas qui ne visent pas l'excellence, qui visent à que la très grande majorité des élèves acquièrent un bon niveau. Pas un niveau excellent nécessairement, mais un bon niveau qui leur permette d'avoir un bon emploi et d'être des bons citoyens. Et on peut réduire la sélection, on peut éliminer donc les modes de sélection, la différenciation, la fragmentation de l'enseignement supérieur, la différence qui existe dans les filières professionnelles, technologiques et le lycée général aujourd'hui. Donc il y a un certain nombre de réformes qui peuvent être mises en place. La situation elle est effectivement désespérante dans le sens où il y a quelque chose de très cohérent qui s'est construit autour de ça avec un fort consensus de ceux qui portent les systèmes pour maintenir, pour toutes sortes parfois de bonnes raisons, ce système comme il est, mais ça ne veut pas dire du tout que ce soit inéluctable. Enfin, ce n'est pas à moi de dire nécessairement toutes les pistes, mais il y a un certain nombre de pistes, et notamment des pistes dès lors que l'on compare avec d'autres systèmes qui sont moins inégalitaires que le système français. On voit qu'il y a d'autres façons de faire, et je veux dire que, par exemple, en Norvège ou en Finlande, on a un système plus égalitaire, et on a quand même un système qui est très efficace. Ce n'est pas pour ça que les ponts tombent et que le système ne marche pas. Donc, voilà. L'excellence n'est pas indispensable au bon fonctionnement du système. Bonsoir, merci. Alors, peut-être en amont des solutions pour faire évoluer le système, est-ce que vos études permettent de conclure sur la tendance actuelle par rapport à ces inégalités? Je sais que les enquêtes PISA ont plutôt le sens d'une aggravation des inégalités. Voilà, savoir, en sachant que les enquêtes PISA arrivent avec 3 ans de retard. Oui, elles sont faites tous les 3 ans, donc on a, voilà, certes selon le moment auquel on fait l'enquête, effectivement, mais bon, les choses ne changent pas nécessairement d'une année sur l'autre de façon radicale. Et d'ailleurs, dans ce qu'on observe pour la France, c'est plutôt une forme de continuité. C'est-à-dire que la France se situe globalement en termes d'efficacité à un niveau moyen, et elle pourrait être meilleure vu que l'investissement financier est assez important.
Mais l'investissement financier, c'est un autre levier, c'est que la France investit beaucoup dans son enseignement secondaire et beaucoup moins dans son enseignement primaire et supérieur, ce qui n'est pas le cas d'autres systèmes plus efficaces. Mais la France se caractérise surtout par cette très forte inégalité en fonction de l'origine sociale des élèves. C'est très caractéristique du système français et ça, je pense, c'est très lié à un certain nombre que j'ai essayé de pointer. Et je pense que si je réfléchis aux réformes les plus récentes, donc j'ai évoqué la réforme du lycée, moi je ne pense pas que cette réforme va modifier grand-chose parce qu'elle va créer un système de choix d'options dans lesquels, soit on peut avoir une hypothèse dans laquelle, dans les lycées favorisés, il va y avoir reconstitution des filières, ce qui est déjà le cas dans un certain nombre de lycées, notamment privés, mais aussi une partie des lycées publics, des reconstitutions des filières. Et donc, on va voir les filières dans les établissements d'élite et les non-filières dans les autres établissements, et ça va engendrer sans doute des effets négatifs. Soit ça va aller aussi dans le sens, ce qui est le cas de nos systèmes, qui vont de plus en plus dans le sens de responsabiliser les individus. De plus en plus, on dit aux élèves défavorisés, non seulement leur situation est difficile, mais on leur dit en plus c'est ta faute, parce que tu pouvais choisir et tu as fait le mauvais choix. Donc je pense que ça va dans ce sens. En revanche, il y a des réformes qui sont tout à fait intéressantes. Il faudra voir ce que ça va donner, notamment la réforme à l'école primaire, des CP dédoublés. Donc on sait qu'effectivement, moi ce qui me préoccupe, parce que moi je fais surtout des études qualitatives, c'est qu'ont fait les enseignants dans les classes dédoublées, parce que l'efficacité des classes dédoublées, c'est si les enseignants changent leur pédagogie. Si c'est dédoublé et que l'enseignement reste pareil, ça ne change rien. C'est juste l'enseignant se sent plus à l'aise, parce qu'il est plus agréable d'enseigner à 10 élèves qu'à 20. Mais est-ce que les enseignants ont vraiment altéré leur méthode pédagogique? Est-ce qu'ils ont fait vraiment un enseignement inclusif où tous les élèves participent, etc., dans le groupe et sont repris de la même façon, etc. Si c'est le cas, effectivement, ça c'est une réforme qui va plutôt dans un sens plutôt positif. Donc voilà, je ne porte pas nécessairement un regard totalement négatif sur les réformes actuelles, mais il ne me semble pas prendre la mesure des opérations dans le système qui devient très opaque et de moins en moins contrôlé par le haut, parce qu'il est aussi très décentralisé et il y a plein d'acteurs qui interviennent. Donc l'orientation aujourd'hui, c'est aussi les régions, c'est aussi, donc il y a plein d'acteurs, donc comme je disais, le secteur privé intervient beaucoup. Donc moi aujourd'hui, par exemple, quand je vois l'orientation des jeunes de milieu populaire, je me dis à quel point ils sont influencés par la publicité marchande qui existe dans les salons de l'enseignement supérieur, mais aussi sur Internet, donc je travaille là-dessus. Et ça, c'est un autre acteur qu'il est très difficile de contrôler, parce que voilà, autant on peut se retourner vers l'État et lui dire, voilà, on peut le sanctionner avec les élections si on n'est pas d'accord avec la politique, autant il est beaucoup plus difficile d'arrêter cette progression du secteur marchand s'il rencontre des consommateurs qui répondent à cette offre-là. Donc voilà, le système est de plus en plus aussi difficile à manager, dans le sens où il y a de plus en plus d'acteurs qui interviennent à différents niveaux et que l'État central a moins d'emprise sur le système. Je suis d'ailleurs toujours effarée de voir à quel point l'État ne maîtrise pas son propre fonctionnement. Par exemple, j'ai travaillé sur Parcoursup ces dernières années. Eh bien, pour l'instant, il n'y a aucune enquête au ministère véritablement sérieuse sur une analyse des Parcoursup. D'ailleurs, quand je suis allée, c'était, il est vrai, il y a 5 ou 6 ans, ils ne pouvaient même pas me dire quelles étaient les formations qui étaient dans APB et quelles étaient celles qui n'étaient pas. J'étais dans le bureau qui s'occupe de ça. Donc j'étais vraiment au centre. Donc il y a véritablement une difficulté de pilotage. On fait les inspections générales, font quelques rapports d'enquête, etc. Mais c'est sur la base de l'interrogation de quelques établissements, ça vient très tardivement. Voilà. Si c'est négatif, parfois c'est pas publié. Donc c'est pas transparent non plus. Oui, bonsoir. Merci beaucoup pour vos explications très claires. En effet, assez désespérantes, mais c'est vrai qu'il ne faut pas perdre espoir. Et ma question portait justement sur le fameux dédoublement des classes. Oui. Et moi, il me semble que l'idéal serait évidemment d'avoir moins d'élèves par classe.
Et ma question, c'était pour savoir un petit peu comment on fait ailleurs, notamment dans les pays du Nord, qu'on cite souvent. Mais moi, enfin, il me semble que ce système, fameux système un peu exclusif, justement, et de parrainage, il me semble que c'est quelque chose qui est vraiment très important aux États-Unis dans le système anglo-saxon. Donc je voulais savoir si c'était quelque chose que nous, on avait un peu absorbé au fil du temps, ou si les racines sont plus locales, je ne sais pas, de ce système, parce qu'il me semble que l'école idéale, un petit peu, qui a été conçue par Jules Ferry, qu'on évoque toujours pour l'école pour tous, et l'école égalitaire, il me semble que c'est effectivement quelque chose qui a totalement périclité aujourd'hui. Et est-ce que ce serait cette influence anglo-saxonne, à votre avis? Alors, c'est deux questions intéressantes et complexes. Bon, pour la première question, effectivement, je n'ai pas fait moi-même d'enquête là-dessus, mais quand on compare la France aux d'autres pays européens,